Bonjour Stéphanie, Bonjour Priscilla. comment ça va? Eh ben, très bien, impatiente comme d'habitude. Eh ben on y va alors, on commence ce cycle d'investigation, Mhm. le numéro 39. Allez, c'est parti. Voilà, et tu te centres sur ton corps et tu prends une profonde inspiration et tu laisses l'air circuler partout dans ton corps. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et à chaque palier, tu as juste à te détendre, à te relâcher. 5. De plus en plus relâché. 4. 3. 2. Complètement détendu. 1. Stéphanie, est-ce que ça Oui, va? oui. Ok, super. Alors, ce cycle d'investigation a pour thème la résonance, les résonances de Schumann. Mhm. Et je vais te demander de te connecter à ces mots, résonance de Schumann, et tu me dis ce que tu perçois. Là, pour l'instant, j'ai une courbe en fait, avec des unités de mesure. D'accord. Et cette courbe, elle se situe où? C'est comme si je regardais sur un tableau pour l'instant en fait. Très bien. Ouais. Ça me Et renvoie à un battement de cœur aussi. d'accord, comme un genre de Comme, pulsation? oui, quelque chose d'apaisé. Très bien. Et si tu te connectes plus particulièrement à la fréquence électromagnétique de 7,83 Hz, quelles sont tes perceptions? J'ai la sensation de pouvoir respirer très calmement et très profondément, en fait. Et j'ai là, l'image que j'ai, c'est l'image d'une vague rythmée qui va et qui vient, comme si je Très voyais bien. l'océan. Donc quelque chose d'apaisant. Oui. Les résonances de Schumann sont des fréquences naturelles de résonance électromagnétique mondiale qui sont stimulées par les décharges électriques de la foudre au sein de la cavité formée par la surface de la Terre et de l'ionosphère. Je vais te demander de te connecter aux fréquences électromagnétiques qui interagissent avec l'ionosphère de la Terre et tu me dis ce que tu perçois. Là, en fait, ce que je perçois, c'est des, des pylônes, en fait, de contrôle et de calcul
qui sont liées à la ionosphère. Je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que tu peux préciser? Ça me renvoie à quelque chose que j'ai vu moi personnellement en fait dans, je ne sais, je crois, enfin, dans les médias, je sais plus où. Et c'est cette zone en fait qui est du côté de l'Alaska et où il y a tous ces pylônes en fait qui émet des ondes pour faire des calculs. Ça me renvoie à ça. Je peux pas l'expliquer. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres précisions? Non, là je suis bloquée Alaska. là-dessus. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est des pylônes qui servent à faire des calculs, à capter ces valeurs ou qui provoquent quelque chose? Les deux. Les deux parce que je vois les ondes qui font des allers-retours et en même temps je vois que ça modifie. Et ça les modifie dans quel sens? Ça les influence et ça les accélère. D'accord. Ça fait monter en fait Ça les augmente? oui, ça les augmente. D'accord. C'est quand tu as dit le mot ionosphère en fait que ça m'a renvoyé là-bas. D'accord. Alors, on va s'intéresser maintenant au manteau terrestre Mhm. et tu vas te connecter aux ondes géomagnétiques souterraines naturelles qui circulent à l'intérieur. Comment les perçois-tu? Je vois, que ça circule sous forme d'ondes, plus ou moins intenses suivant les zones géographiques Mhm. et suivant les activités. Là, je suis sur le sismique en fait. Ça me ramène à l'activité sismique et volcanique. Et je vois les ondes qui sont plus ou moins fortes suivant les zones. D'accord. As-tu autre chose? Je vois une symbiose en fait entre les couches souterraines, les activités que j'ai nommées tout à l'heure, c'est-à-dire sismiques, volcaniques, Ouais. le, les, les zones océaniques et tout ce qui est atmosphérique en fait. Je vois vraiment toutes les ondes qui se propagent entre les différents éléments. Et tu as des interactions entre les différents courants, Oui, Ouais. oui, complètement, oui. Mhm. C'est complètement interconnecté et en symbiose finalement. D'accord. Tu veux dire en symbiose, ça veut dire que ça s'équilibre, Oui, tout s'équilibre. D'accord. Est-ce que tu vois des liens entre l'homme et la résonance de Schumann à la fréquence de 7,83 Hz? Et tu me réponds d'abord par oui ou non. oui, oui. Très bien. Regarde maintenant quels sont les effets de cette fréquence. On va regarder ça sur un plan physique, psychique et émotionnel. Et on va Mhm. commencer d'abord sur le plan physique. Je vois. Ça me ramène à quelque chose de neutre sur le plan physique, c'est-à-dire de cohérent et de plutôt doux. Moi, je sens ça plutôt doux en fait. D'accord. Et sur le plan psychique?
Alors, j'ai pas la même réponse au niveau psychique. Parce qu'au niveau psychique, je sens une activité en fait psychique pas intense, mais quand même développée. C'est-à-dire qu'au niveau psychique, ça tournoie en fait. Je sens que ça, en tout cas, c'est pas apaisé. C'est pas doux comme je le voyais sur le physique. D'accord. À la fréquence de 783 Hz, c'est ce que tu ressens. Oui. D'accord. Et sur les plans émotionnels? Eh ben, sur le plan émotionnel, je reviens avec la même réponse que sur le physique. C'est-à-dire plutôt doux. Voilà, j'ai pas de pic, j'ai pas. Quelque chose d'harmonieux. Oui, c'est plutôt. Je vois comme si je voyais une courbe plutôt plane en fait. Très bien. Est-ce que tu as autre chose? Non. Très bien. Alors, la fréquence de résonance naturelle du globe ou résonance de Schumann est référencée à 7,83 Hz. Tu vas regarder dans l'ici et maintenant si tu perçois oui ou non des variations de cette valeur. Oui. Très bien. La fréquence actuelle est-elle supérieure ou inférieure à cette valeur? Supérieure. Supérieure comment? J'ai pas le chiffre, mais je sens une tension en fait. Est-ce qu'il y a des fluctuations ou aujourd'hui elle est à cette valeur plus élevée? Non, c'est plus par zone. Mhm. Je le ressens par zone en fait. Et ça me ramène à soit des phénomènes purement physiques et purement humains, c'est-à-dire dans les zones où la population est plus dense et où le psychique et l'émotionnel sont plus denses, sont plus tendus. Ouais. J'ai l'impression que ça joue en fait sur la fréquence terrestre. Okay. Et je vois aussi comme si d'un point de vue atmosphérique, j'avais un cyclone en formation en fait. Et là, pareil, c'est-à-dire que ça peut être une zone qui n'est pas peuplée. Mhm. Pourtant, je sens que ça joue sur la fréquence. Donc moi, la sensation que j'ai, c'est que la fréquence n'est pas la même partout sur le globe, en fait. Ni la même à chaque instant donné. D'accord, donc elle est en fluctuation constante, Oui. que ce soit géographiquement ou dans le Oui, temps. c'est comme quand on dit que nos propres énergies, nous en tant qu'humains, peuvent influencer la Terre et ses énergies. Et là, c'est vraiment ce que je ressens en fait. C'est pour ça que je voyais ces zones peuplées en fait. Enfin, en tout cas, avec une densité de population élevée. D'accord. Est-ce que tu as autre chose? Non. Observe maintenant de quoi dépend cette variation. Quels sont les facteurs, j'imagine, qui... Mhm. Là, je reviens sur cette idée de facteurs météorologiques, en fait. Vraiment,
C'est comme si le dérèglement climatique, c'est ce que je perçois, hein, qu'on est en ce moment dans un dérèglement climatique parce que je vois des zones, je vois des changements en fait par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on a pu vivre à un certain moment. Et je vois que ça a une interaction en fait avec cette résonance, comme un décalage. D'accord. Donc j'ai ça et j'ai la même réponse que tout à l'heure par rapport à la population et aux énergies émises par la population. Mais est-ce que tu peux aller à l'origine, en fait? J'ai une réponse hein, quand même, donc je vais te la donner. Ça me ramène à une faille. Moi là, j'ai une faille dans la croûte terrestre en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un dérèglement climatique, mais est-ce que c'est le dérèglement climatique qui perturbe tout le reste ou c'est une variation de la fréquence qui perturbe le reste? Tu vois? C'était dans ce sens-là. Non, non, c'est le dérèglement climatique qui. C'est le dérèglement climatique qui joue sur la fréquence pour moi. Très bien. Parce qu'en fait, ça me montre comme une sorte de chronologie où il y a des règlements climatiques, où il y a des règlements énergétiques. Et du coup, ça crée une modification de la résonance. Très Ou bien. en tout cas, ça la déstabilise. Voilà. Ça la déstabilise, mais elle arrive à se rééquilibrer? Pour l'instant, oui. Tu dis pour l'instant parce que tu sens que c'est... Oui, parce que je sens que c'est que ça se fait, mais que ça se fait de plus en plus difficilement. D'accord. Stéphanie, tu te sens comment? Oui, oui, ça va. Ça va? Mm. Alors, on continue. Ces variations de la fréquence de résonance de Schumann, est-ce qu'elles peuvent, oui ou non, être perceptibles à l'être humain? Oui. Est-ce que ces variations peuvent affecter les corps énergétiques ou chakras? Oui, oui, complètement, oui. C'est ce que j'ai ressenti hein, quand je t'ai dit oui tout à l'heure. C'est comme s'il y avait une syntonisation, en fait. Et donc, quand ça se déstabilise, on peut le ressentir, oui. D'accord. Et si tu regardes plus précisément sur les chakras, puisqu'on en a 7, Mm. est-ce qu'il y a une action particulière au niveau de certains chakras? Comment tu vois les choses? Alors là, de ce que j'en perçois, je suis surtout, je sens une interaction surtout sur les chakras qui sont nous sur le haut de notre corps en fait. D'accord. Là, ce qui me vient, c'est le troisième œil. Et ça me fait comme des ondulations. Je sens comme Des des vibrations? vibrations qui sont désagréables en fait et qui du coup viennent altérer les perceptions. En tout cas, ça désynchronise. Voilà, c'est le terme qui me vient. Mais je vois D'accord. que ça peut agir sur les autres chakras. Hein. C'est pas uniquement celui-là, mais pour moi, en priorité, c'est quand même voilà, ceux qui sont sur le haut du corps qui résonnent en premier. Donc, si j'ai bien compris, tu veux dire que ces variations perturbent Mm. la syntonisation des corps énergétiques, et en particulier ceux du haut, c'est ça? Oui. Très bien. Par rapport à cette valeur de 7,83 Hz, tu Mhm. vas regarder chez l'homme
ce qui peut provoquer une augmentation ou une diminution des fréquences électromagnétiques. Et tout d'abord, ce qui augmente les fréquences. Alors, là, en termes de perturbation et d'augmentation en fait des fréquences, je vois tout ce qui est perturbateur électromagnétique. Je suis emmenée vers des antennes en fait, mais pas uniquement. Je vois aussi des centrales en fait nucléaires. Ok. Mais voilà, ça m'emmène en fait à tout ce qui a été créé par l'homme pour générer de l'énergie ou j'ai envie de dire jouer avec l'énergie. D'accord. Et maintenant, ce qui diminue les fréquences. Là, en fait, je vois des méditations. C'est comme si je voyais des personnes se grouper. Enfin, en tout cas, je les vois en interaction et je les vois se recentrer, respirer et s'apaiser en fait. Mais il n'y a pas que ça. En fait, ça me ramène à tout ce qui permet de se recentrer. Je vois, je vois la nature, je vois des champs, Mhm. je vois des animaux. Tout ce qui est à l'opposé de ce que je disais tout à l'heure, en fait. Tout ce qui est tourné vers soi et vers l'humain en général. D'accord. Mm. Très bien. Tu vas à présent aller dans une grande ville et tu vas te mettre à l'écoute des fréquences électromagnétiques mondiales. Je compte jusqu'à 3 et à 3, tu y es. Mhm. 1, 2, 3. Mm. Que perçois-tu et Ah, que visualises-tu? c'est super désagréable. Où es-tu, Stéphanie? Eh bien, figure-toi, je suis à Séoul. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'y suis. C'est c'est assourdissant, c'est oppressant, j'ai l'impression qu'on me met un tambour dans la tête et qu'on tape. Tu te déconnectes de ces ressentis désagréables. Tu regardes ça avec du recul. Avec de la Tu distance. sors le tambour de la tête. C'est bon, il n'y est plus. Du coup, j'ai oublié la question, hein, je suis désolée, mais Et tu te mets à l'écoute des fréquences électromagnétiques mondiales. ouais, d'accord. Et voilà, donc tu me dis ce que tu perçois et ce que Mm, tu visualises. mm. Ouais, c'est vraiment le terme qui me vient là, c'est oppressant. Et c'est vraiment le fait que tu aies dit une grande ville, hein. Je vois que c'est des fréquences stridentes, en fait. C'est c'est comme un bourdonnement strident et agressif. As-tu autre chose? Ben, ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment être bien centré pour pouvoir s'en détacher, hein. C'est-à-dire que c'est possible, hein, il n'y a pas de souci, hein. Mais
Mais il faut être vraiment centré, ancré pour pas ressentir ces vibrations agressives. Et quand tu dis ancré, tu penses à quoi? Ben, ça me ramène au chakra, par exemple. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un d'équilibré, de bien dans sa vie, bien dans sa peau et qui syntonise bien ses énergies. Mhm. Quelqu'un de positif, dont les énergies circulent librement et qui est, j'ai envie de dire, en pleine conscience, en fait. Voilà. Le mot qui me vient, c'est libre, libre et ancré. Et donc une personne qui est dans ces énergies plutôt positives Mhm. peut faire abstraction de ce bourdonnement Mm. désagréable et strident. Ouais, Ouais, complètement, oui. Ça l'atteint d'accord, beaucoup moins. Ça d'accord. reste en surface et ça n'a pas d'incidence plus que ça. Puisque ses propres énergies se rééquilibrent et elle sait se syntoniser aux bonnes énergies, en fait. Très bien. Alors, je te rappelle que l'électrosmog, c'est la pollution électromagnétique. Mhm. Décris-moi son lien avec la fréquence de résonance Schumann à 7,83 Hz. Ben, pour moi, il n'y a pas de lien à proprement parler. C'est-à-dire que une, euh, une ville avec cet électrosmog est en décalage. Tu veux dire que la valeur est plus basse ou plus élevée? Pour moi, elle est plus élevée et elle est en pic, en fait. Ça fait des pics continuels, en fait. C'est-à-dire que la fréquence n'est pas stable et constamment, ça. Ça signifie que du coup, sur nous, ça perturbe, on a du mal à Mm, s'équilibrer parce qu'à force oui, à force d'avoir c'est ces ce que pics constants, c'est ce c'est que ça? je ressentais tout à l'heure, en fait, ces espèces de pics. Tu sais, quand je te disais tambour, ouais, l'impression qu'on tape, tape, tape. C'est ces pics, en fait. C'est ça, c'est pas Mm. harmonieux comme ce que tu Ah non, avais du évoqué tout. au départ, avec une courbe, Ah comme une non, du tout. pulsation qui était, Ah non, euh, non. c'est dissonant en fait. Ah oui, oui, c'est vraiment, ça me fait penser à un grésillement. Euh, c'est oui, c'est agressif, c'est en dents de scie, c'est pointu, ça vient nous agresser. Très bien. Alors regarde maintenant si les êtres humains peuvent faire varier les fréquences électromagnétiques de la Terre et tu me réponds par oui ou non dans un premier temps. Oui. Et de quelle façon? Ben, déjà de façon positive ou négative. Très bien. Euh, Ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand je te disais que si on a une population qui a des fréquences disharmonieuses, en fait, et qui est pas, j'ai envie de dire pas calée, c'est le mot qui me vient, mais voilà, qui est dans des énergies très négatives, en fait, elle peut influer sur la résonance. Mhm. Et de l'autre côté, ça montre vraiment l'image d'un groupe
qui arrive en fait à syntoniser ses propres énergies de façon vraiment cohérente, de façon vraiment harmonieuse. Si toutes ces personnes font un lien harmonieux entre elles, elles peuvent également apaiser euh, une résonance qui serait dissonante. D'accord, tu veux dire que si on fait, par exemple, une méditation collective, il y a une harmonisation qui se fait dans... Alors oui, mais il faut vraiment que toutes les personnes qui sont dans cette méditation soient calées, tu vois, soient en harmonie. C'est-à-dire que si, si la personne arrive dans ces méditations avec sa propre dissonance, Ça perturbe le groupe? ouais, ça ralentit le groupe, ouais. Donc, j'ai envie de dire, faut continuer à essayer, hein. C'est pas un problème, hein, mais c'est ouais, c'est chouette ce que je vois quand même. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour harmoniser plus d'un individu à l'autre? Ce que je vois là, en fait, c'est se relier à soi-même déjà pour commencer. Ça me montre vraiment l'individu en tant que tel, hein, c'est-à-dire avec ses propres énergies qui se syntonisent harmonieusement. Ensuite, cette personne peut se relier je vois là, elle se relie par exemple à sa famille et la famille se syntonise. Ensuite, ce groupe peut se syntoniser avec un autre, etc. Et ça fait comme une chaîne puisqu'on est déjà tous en interaction et je vois vraiment que le positif entraîne le positif en fait. Et donc, individuellement, comment on fait pour se syntoniser? Est-ce que tu as des informations? Ce que ça me montre, c'est de vraiment regarder en soi en fait et d'aller chercher le positif. Déjà, la première règle, c'est de prendre du temps pour soi, hein, c'est-à-dire de prendre ce temps d'aller regarder en soi et d'aller y chercher le positif, parce qu'il y en a toujours. Et là, tout à coup, je vois que quand on va chercher le positif, c'est comme si ça le gonflait, que ça le grossissait. Et, et je vois que ça s'harmonise en fait. Et c'est comme si de faire déjà cet exercice, de prendre ce temps et d'aller chercher le positif et l'harmonie, c'est déjà énorme en fait. Très bien. Et sur le plan des émotions, qu'est-ce que tu vois par rapport à... Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ces changements de fréquence? Par exemple, sur un événement comme le coronavirus, regarde comment ça a modifié les fréquences électromagnétiques de la Terre, par exemple, en restant à distance. Non, là c'est un mot qui me vient, c'est le mot égrégore en fait. Ouais. Et je vois que ça crée un égrégore de pensée que je vais qualifier de négative, c'est-à-dire peur, colère, là c'est ce qui me vient en premier. Et effectivement, ça modifie la résonance, ouais. Ça l'a fait baisser ou la rend dissonante, comme les pics que tu avais vus tout à l'heure? Ça la rend dissonante, ouais. Ça la rend dissonante. Et comment les êtres humains arrivent à rééquilibrer par rapport à ces variations?
Là, ce que je vois, c'est que tout le monde n'est pas dans ces énergies-là, de peur, de colère, Mhm. d'inquiétude. Et, et c'est comme si les énergies des uns arrivaient à, pas absorber, mais Contrebalancer, ouais, je vois que équilibre. ça équilibre les énergies des autres. C'est pas encore ça, Mhm. mais en tout cas, ça le fait. Ça Mhm. équilibre. Mhm. Et si tu regardais d'un point de vue global la Terre en prenant de la hauteur, tu dirais que c'est plutôt équilibré ou... Pour moi, là, si je devais faire une photo au jour d'aujourd'hui, Oui. euh, c'est pas équilibré. Mhm. Et c'est plutôt dissonant, désagréable en fait. D'accord. Ouais. Je ressens, je ressens des énergies qui sont assez agressives en fait. Mhm. Mais rien d'irrémédiable, ça c'est certain. Et si tu devais te connecter à une émotion qui serait la plus efficace pour syntoniser à titre individuel, un sentiment ou une émotion, Mhm. laquelle serait-elle? Là, celle qui me vient en premier, c'est la joie en fait. Ouais. Et ça me renvoie à Mhm. des couleurs très agréables, Mhm. très douces à l'œil en fait. Et ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est que même quand on a la sensation que ça ne va pas forcément bien dans nos vies, si on regarde à l'intérieur de soi, on trouve toujours en fait du positif. Et D'accord. quand je dis le mot joie, pardon pour le micro, quand je dis le mot joie, ça me ramène à ça. C'est vraiment euh, la joie, on l'a tous en soi en fait. Mhm. C'est une question de regard, en fait. Mm, mm, mm. Très bien, Stéphanie. Euh, As-tu autre chose avant qu'on termine? Ben, j'ai envie de dire que la joie, elle se décline en plein de choses en fait. Oui, L'humour, l'amour, l'amour de soi euh, déjà. oui, de soi, des autres, de la nature, de l'air qu'on respire, de tout. Ça se décline à l'infini en fait. Il Mm. suffit juste de regarder autour de Ouais, soi, c'est ça. d'ouvrir les yeux et son cœur. Ouais, ouais. Et vraiment, ça me ramène à des palettes de couleurs, c'est super agréable. Ouais, super. Mm. Bon, Stéphanie, Oui. bah, écoute, tu vas t'imprégner avant qu'on rentre, si tu veux bien. Mm. Tu vas t'imprégner de toutes ces couleurs, Mhm. de toutes ces jolies couleurs, Mm. de cette émotion de joie. Ouais. Et tu vas te remplir de cette joie. Tu vas te déconnecter de tout et de tous. Et je vais compter jusqu'à 3. Et tu vas revenir, bien sûr, avec ces couleurs dans l'instant présent, Mhm. dans ces énergies positives de joie et de sérénité. Et à 1, cette sensation de bien-être s'installe dans tout ton corps jusqu'au bout de tes doigts. L'énergie va commencer à recirculer de façon harmonieuse.
Et à 3, tu reviens doucement à ton rythme, ici et maintenant, merveilleusement bien, dans tes fréquences les plus idéales, avec toutes tes constantes parfaitement équilibrées. Et tu ouvres les yeux quand tu es prête, à ton rythme. Tu prends ton temps et tu prends une profonde inspiration. Je vois encore toutes les couleurs. Couleur, ouais, ça avait l'air joli, donc je voulais te laisser sur ce dernier tableau. Ah, c'est clair, hein, c'est tellement beau, c'est chouette. Ça va Stéphanie? Ouais, très bien, merci. Merci à toi pour ta participation et je vais arrêter l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.